Après 5 heures de route pour l'anniversaire de mon père, je suis accueilli par ses ordres et un avertissement, la petite amie de ton frère, sera là dans 20 minutes. Ne gâche pas ça pour nous. Quand elle arrive, nos regards se croisent. Un silence stupéfait s'installe, elle réalise que sa carrière repose entièrement sur mes épaules. Mon nom est Camille. J'ai 32 ans et je vis à Lyon, où les montagnes semblent garder des secrets et où l'air vous fait gagner chaque souffle. Je dirige la division de bio-ingénierie dans un centre de recherche privé. Un de ces endroits qui n'achètent pas de panneaux publicitaires parce que le travail est la publicité. J'ai un doctorat, une équipe de 30 personnes et un brevet lié à une matrice de régénération cellulaire évaluée à environ 60 millions d'euros sur le papier. Le genre de chiffre qui fait que les gens vous traitent de visionnaire s'ils vous aiment et de dangereux s'ils ne vous aiment pas. Ma famille ne sait rien de tout cela. Pour eux, je suis la fille qui a quitté une vraie carrière, la sœur qui n'a pas pu gérer la pression. L'original qui a troqué un poste de marketing brillant pour ce que papa appelle encore, laver des éprouvettes. Il y a 5 ans, j'ai quitté une grande agence pour retourner à la science. J'ai cessé de les corriger après la 100e blague. À un certain moment, se défendre devient un deuxième travail. Et mon vrai travail exige déjà du sang. Il y a une autre raison pour laquelle ils ne savent pas. Professionnellement, j'utilise le nom de jeune fille de ma mère, Dr. Camille Moreau. Pas par vanité, mais par distance. C'est un mur propre entre la vie que j'ai construite et la famille qui aime donner un coup de burin à tout ce dont je suis fier. Cherchez le nom de famille de papa et vous trouverez les récompenses de relations publiques de mon frère et le profil LinkedIn vieillissant de papa. Cherchez davantage et vous trouverez mes articles, mes conférences, le chemin de travail minutieux qui m'a coûté des années de sommeil, d'amitié et de douceur. Mon frère, Frédéric, a 29 ans. C'est l'enfant chéri, le titre préféré de la famille. Il travaille dans les relations publiques, la gestion de crise, le façonnage de réputation, transformant les désordres des autres en récits impeccables. Il est doué pour ça. Il est aussi doué pour s'assurer que nos parents le voient toujours comme le fils et moi comme l'ombre. 2 mois avant le 55e anniversaire de papa, mes avocats sont entrés dans mon bureau avec le genre de visage que les gens arborent quand ils sont sur le point de vous annoncer que quelqu'un que vous aimez est à l'hôpital. Ils avaient signalé qu'une société pharmaceutique concurrente se préparait à lancer une percée qui ressemblait trop étroitement à mes travaux d'essais cliniques fermés pour être une coïncidence. Au début, je voulais croire à la découverte parallèle, à l'idée que la science peut arriver à la même porte par différentes rues. Puis j'ai vu le dossier de prélancement, la même géométrie de treillis, les mêmes ratios de liaison peptidique, même la note d'instabilité de phase précoce que nous avions corrigée plus tard. Ce n'était pas de l'inspiration, c'était du vol. La chercheuse principale citée sur le projet était Amélie Dubois. Au cours des 6 semaines suivantes, Amélie m'a envoyé des emails encore et encore à mon adresse professionnelle. Pas Camille, la fille, mais Dr Moreau. Les messages ont commencé formels, puis se sont effilochés en panique comme un tissu sous la flamme. Dr Moreau, je demande une réunion dès que possible. Dr Moreau, s'il vous plaît. C'est urgent. Il y a des malentendus. Dr Moreau, je vous supplie de ne pas déposer de plainte. Ma carrière sera finie. Les derniers étaient presque illisibles dans leur désespoir. Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, je vais tout perdre. J'irai en prison. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis froide, mais parce que je suis prudente. Quand quelqu'un vole votre travail, il ne mérite pas votre émotion. Il mérite votre dossier. Mes avocats ont bâti un dossier si précis qu'il aurait pu couper du verre. Des assignations discrètes, des accès journalisés, des métadonnées, le genre de preuve qui ne crie pas. Elle vous achève, c'est tout. Pendant que j'étais en réunion pour des injonctions, mon frère était dans notre discussion de groupe familial, s'adonnant à son passe-temps favori, être adoré. Il a envoyé un message, gros week-end, Chamonix, 55e anniversaire de papa. J'amène ma petite amie. C'est une scientifique. Genre, un vrai génie. Papa a répondu en 30 secondes. Ça, j'aime ça. L'ambition, pas les excuses. Maman a ajouté un emoji cœur comme si elle bénissait des fiançailles royales. Puis, ne sois pas bizarre, Camille. Fais un effort. Et puis mon frère a tapé le nom qui a fait tambouriner mon pouls à l'intérieur de mon poignet, Amélie. J'ai fixé l'écran. Un nom commun. Plein d'Amélie.
Mais mon corps l'a reconnu quand même, comme il reconnaît une sirène avant que votre cerveau n'identifie le son. J'aurais pu rester à Lyon. J'aurais pu envoyer un refus poli et les laisser parler de moi comme d'un mythe. Mais il y avait quelque chose en moi, ancien, têtu, embarrassamment plein d'espoir, qui voulait le voir de mes propres yeux, voulait confirmer si l'univers était vraiment si cruel, ou si j'étais juste paranoïaque de vivre dans un monde où la trahison est un modèle économique. Alors j'ai conduit les 5 heures jusqu'à Chamonix, par des routes qui s'enroulaient comme des rubans autour des montagnes. La neige scintillait sur les bas-côtés. L'air se faisait plus rare. Mes pensées devenaient plus fortes. Quand je me suis garé devant le chalet loué, avec ses poutres en bois, sa cheminée en pierre, ses murs de verre comme s'il essayait de se faire remarquer, je me sentais écorché vif par le voyage, comme si la route avait volontairement poncé ma patience. À l'intérieur, l'endroit sentait les bougies chères et la viande rôtie. Le rire de papa portait à travers l'entrée. Le parfum de maman flottait dans l'air comme un avertissement. Papa ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a pas dit « Comment s'est passée la route ?» Il m'a regardé de haut en bas comme si j'étais arrivé dans le mauvais emballage. « Tu es en retard » a-t-il dit. J'ai vérifié l'heure. J'étais en avance. Puis il m'a poussé une pile d'assiettes dans les bras. De la porcelaine lourde, froide. Une attente intentionnelle. Le traiteur a livré la nourriture, a-t-il dit, mais les serveurs ne sont pas là, alors tu vas t'en charger. Il a posé un tablier noir sur les assiettes, le genre qu'on donne à quelqu'un qu'on n'a pas l'intention d'écouter. Mets-le, a-t-il dit. Tu as l'habitude de porter des blouses de laboratoire dans ton petit labo de toute façon. C'est la même chose. La petite amie de ton frère sera là dans 20 minutes. Ne gâche pas ça pour nous. Maman n'a pas levé les yeux de ses serviettes qu'elle arrangeait. S'il te plaît, a-t-elle murmuré comme si elle me demandait de ne pas éternuer. Sois juste agréable ce soir. C'est important pour ton frère. Tout est important pour mon frère. Mes sentiments sont toujours facultatifs. Je n'ai rien dit. C'est l'astuce que ma famille m'a apprise. Le silence est plus sûr que l'honnêteté. J'ai noué le tablier autour de ma taille et pris un plateau parce que mes mains avaient besoin d'une occupation autre que trembler. La sonnette a retenti. Mon frère, Frédéric, est entré le premier, bruyant et brillant, occupant la pièce comme si un projecteur le suivait. Joyeux anniversaire, papa. Attends de voir ce que j'ai prévu. Puis Amélie est entrée derrière lui. Elle portait un manteau élégant, les cheveux parfaits, le sourire prêt. Elle avait l'air de quelqu'un qui a l'habitude que les regards se tournent vers elle. Puis ses yeux m'ont trouvé. Ce fut immédiat. Le sourire se figea. La couleur de son visage s'évanouit si vite que c'en était presque violent. Son sac glissa de son épaule et tomba au sol avec un léger bruit sourd qui résonnait étrangement comme de la culpabilité. Mon frère se tourna, confus. « Chérie, ça va ?» L'altitude. Amélie déglutit. Sa gorge se noua comme si elle venait d'avaler du verre. « Ça va » dit-elle, mais sa voix était faible. Elle fixa mon tablier comme s'il s'agissait d'un piège, puis de nouveau mon visage et je la regardais être frappée de plein fouet par la réalisation. La femme à qui elle avait envoyé des emails, supplié, négocié, se tenait devant elle, tenant du champagne. Papa serra l'épaule de mon frère. Amélie, tonna-t-il, ravi. Bienvenue. Il nous dit que tu vas révolutionner la médecine. Les yeux d'Amélie papillonnèrent vers moi. Elle força un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est gentil, parvint-elle à dire. Maman leva enfin les yeux, le regard brillant. Si fière de toi, dit-elle à mon frère comme si je n'étais pas là. Tu mérites quelqu'un d'exceptionnel. Mon frère sourit comme s'il avait gagné un prix. Puis il me jeta un coup d'œil, l'irritation pinçant sa bouche. Camille, tu aides. Aide, comme si j'avais été volontaire. Comme si on ne m'avait pas tendu des assiettes comme une punition. Les invités sont arrivés. Les amis de papa, les amis de maman, des gens qui disaient des choses comme « magnifique » et « éblouissant » de tout leur cœur. La pièce se remplit de rires et de tintements de verre. Je me déplaçais parmi eux avec le plateau, versant du champagne, ramassant les assiettes vides, jouant le rôle que ma famille préfère, utile, silencieuse, invisible. Amélie était assise à table comme si elle attendait un verdict. Elle touchait à peine sa nourriture.
Chaque fois que je passais derrière elle pour remplir son verre d'eau, elle sursautait. Chaque fois que mon ombre traversait son assiette, son souffle se coupait. Mon frère ne remarqua rien. Papa s'en moquait. Maman faisait semblant que tout était normal parce que le super pouvoir de maman est le déni avec le sourire. Papa se pencha vers Amélie, se délectant de l'idée d'avoir un génie à sa table. Alors, il a dit, sa voix portait. Parlez-nous de votre projet. Il dit que vous avez une percée. Les doigts d'Amélie se serrèrent autour de sa fourchette. C'est compliqué, dit-elle. Papa fit un geste de la main. Nous pouvons gérer le compliqué. Mon frère rit. Elle est juste modeste. Dis-leur, Amélie, épate-les. Les yeux d'Amélie papillonnèrent vers moi. Une supplication silencieuse, une menace silencieuse. Je gardai mon visage calme. Je continuai à bouger. Dans ma tête, la voix de mon avocat résonnait comme un métronome. N'interviens pas, laisse les preuves parler. Le dîner se transforma en une torture lente et délibérée. Papa et mon frère louaient Amélie comme s'ils investissaient en elle. Mon frère se vantait de sa reconnaissance mondiale et de sa capacité à changer le monde. Et papa acquiesçait comme s'il se voyait déjà sur ses futures photos de presse. Maman souriait comme elle sourit quand elle est près de la gloire reflétée. Et puis papa décida que la pièce avait besoin d'un spectacle. Montre-nous, exigea Théil, en désignant le sac d'Amélie. Tu as apporté le modèle, n'est-ce pas? Je veux voir à quoi ressemble le génie. Le visage d'Amélie se crispa. Ce n'est pas vraiment, mon frère tendit la main vers son sac quand même. Possessif, fier, ignorant. Il sortit sa tablette comme si c'était un tour de fête et commença à faire défiler. Camille, lança-t-il alors que je posais un plat. Arrête de faire du bruit. Tu l'as distrait. Je fis un petit son d'excuse et le regardai ouvrir le fichier. Le modèle 3D apparut à l'écran. Une matrice en treillis que j'avais fixée pendant des années, une géométrie si familière que c'était comme voir ma propre écriture sur la lettre d'amour de quelqu'un d'autre, les mêmes courbes, les mêmes sites de liaison, mon brevet habillé de sa palette de couleurs. Les yeux de papa s'écarquillèrent. Maintenant, ça, dit-il impressionné, c'est ce que signifie laisser une trace. Puis il me regarda, toujours debout dans mon tablier, tenant des assiettes sales. Fais attention, Camille, dit-il, assez fort pour tout le monde. C'est comme ça qu'on laisse une trace dans l'histoire, pas en rinçant des verres et en appelant ça de la science. Les invités rirent poliment. Les gens rient toujours quand un homme puissant est cruel. Le rire est une permission tacite. Quelque chose en moi se mit en place. Pas de la rage. La rage est salissante. Pas de la douleur. La douleur est ancienne. C'était de la clarté, nette et précise. J'ai posé les assiettes, j'ai lentement défait le tablier, et je l'ai laissé tomber sur la table à côté du gâteau comme un drapeau qu'on plante. Les bavardages se firent plus rares, les têtes se tournèrent. Le sourire de mon frère vacilla. Les sourcils de papa se froncèrent. Je marchai vers la tablette. Je ne la touchais pas encore. Je regardais juste l'écran, puis Amélie. Elle était pâle, les yeux brillants, respirant superficiellement. Son masque de génie glissait. J'ai parlé avec le ton calme et universitaire que j'utilise quand quelqu'un essaie de m'expliquer mon propre travail. Vous n'avez pas tenu compte de la dégradation des peptides à 40 degrés C, dis-je doucement. Parce que vous avez volé les données de la phase 1 avant que nous ne corrigions l'instabilité de la phase 2. Le silence tomba lourdement comme une porte. Mon frère recula brusquement. De quoi diable parles-tu, lança-t-il. Camille, tais-toi. Le visage de papa se durcit. Camille, assieds-toi. Ne fais pas ça. La voix de maman devint douce et dangereuse. Pas ce soir. Amélie fit un son, à moitié sanglot, à moitié étouffement. Et puis elle craqua. Les larmes se mirent à couler, soudaines et incontrôlables, là, à table. Elle se couvrit le visage de ses mains comme pour se cacher de ce qu'elle avait fait. Mon frère se leva, furieux. Arrête de pleurer, lui siffla Théil, puis il se tourna vers moi. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas ça. Pour une fois, la conversation ne tourne pas autour de tonton passe-temps de laboratoire. Passe-temps, répétai-je doucement. J'ai sorti mon téléphone.
Mon frère bondit en avant comme si j'avais tiré une arme. Range ça. Tu filmes? Je lis, dis-je. J'ouvris la chaîne de mai et laissai ma voix porteur. Cher docteur Moreau, lus-je d'une voix calme. Je vous en prie, ne déposez pas de plainte. Je vous supplie. Ma carrière sera finie. Un invité haleta. Un autre se recula, les yeux écarquillés, sentant le sang dans l'eau. Papa cligna des yeux, confus. Docteur Moreau, répéta-t-il comme si le nom ne tenait pas dans sa bouche. Je fis défiler. Docteur Moreau, je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, je vais tout perdre. J'irai en prison. Les épaules d'Amélie tremblaient plus fort. Mon frère me fixa, son visage s'empourprait. Pourquoi elle t'écrit? Qui? Je fouillai dans mon sac, en tirai une carte de visite que je ne leur avais jamais montrée. Je la plaçai devant papa, parfaitement centrée, comme si je posais un scalpel sur un plateau stérile. Docteur Camille Moreau, directrice de la bio-ingénierie. La bouche de papa s'ouvrit, puis se referma. Il fixa la carte comme si elle l'avait insulté. Maman se pencha en avant, plissant les yeux, comme si les lettres pouvaient se réorganiser en quelque chose de plus sûr si elle les fixait assez fort. Mon frère saisit la carte et la lut 2 fois. Sa voix était faible. Ce n'est pas toi. C'est moi, dis-je. C'est moi depuis des années. Papa retrouva enfin sa voix, et elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Je le regardais. L'homme qui m'avait tendu des assiettes, l'homme qui avait raillé mon travail devant des étrangers. L'homme qui voulait soudainement le crédit d'une fille qu'il avait traitée comme du personnel. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je. Mon frère claqua sa main sur la table. Tu dis qu'Amélie t'a volé, demanda-t-il. Qu'est-ce qu'elle est? Une criminelle? Amélie leva la tête, les yeux égarés, le maquillage coulé. Non, s'étouffa-t-elle. J'ai cru pouvoir arranger ça. J'ai essayé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Mes avocats ont déposé une plainte de 25 millions d'euros ce matin, dis-je. Votre entreprise l'a reçue avant le déjeuner. Le souffle d'Amélie se coupa brusquement. Non, murmura-t-elle. Non, non. Papa se repoussa de la table, en colère maintenant parce que la colère est son seul outil. Le jour de mon anniversaire, aboya-t-il. Tu ferais ça, tu ruinerais cette soirée. Cette soirée, répétai-je, et mon sarcasme fit enfin surface, froid et éclatant. Tu veux dire la soirée où tu m'as fait porter un tablier et servir tes amis pour que tu puisses impressionner une voleuse? Le visage de mon frère se crispa. Tu fais ça pour me détruire, cracha-t-il. Tu toujours, non, dis-je. Et je laissai la suite de ma phrase atterrir avec une précision chirurgicale. Amélie a commencé à coucher avec toi il y a 1 mois parce qu'elle a appris mon vrai nom de famille. Elle pensait qu'en se rapprochant de toi, elle se rapprocherait de moi. Tu étais un levier, pas un amour. La pièce devint si silencieuse que j'entendais le feu crépiter. Mon frère se tourna lentement vers Amélie comme s'il craignait que le mouvement ne le brise. Est-ce vrai? Demanda-t-il, la voix soudainement petite. Amélie ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Son silence fut l'aveu. Le visage de mon frère s'effondra. Il s'assit lourdement, fixant la table comme si c'était la seule chose solide qui restait. Papa regarda entre eux, stupéfait, puis de nouveau vers moi. Camille, dit-il, la voix se brisant en une sorte de supplication. Nous sommes une famille. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais? Tu veux dire, pourquoi ne t'ai-je pas dit que j'étais utile, dis-je doucement. Les yeux de maman brillèrent de larmes offensées. Ce n'est pas juste, claqua-t-elle. Nous t'aimons. Vous aimez l'idée que vous vous faites de moi, dis-je. Une fille tranquille, une fille commode, une fille qui ne vous embarrasse pas en existant en dehors de votre scénario. Amélie se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Elle saisit son sac d'une main tremblante. Je suis désolée, sanglota-t-elle, me regardant comme si j'allais être miséricordieuse. S'il vous plaît, je vais arranger ça. Je signerai. Vous ne pouvez pas, dis-je. Pas cruel, juste factuel. Vous avez déjà fait la partie qui ne peut être défaite.
Elle regarda mon frère, désespéré. Mon frère ne la regarda pas. Il fixa la table, la mâchoire serrée, comme s'il pouvait réduire l'humiliation en poussière. Amélie se précipita vers la porte. L'air froid s'engouffra lorsqu'elle l'ouvrit brusquement. Puis le claquement résonna dans le chalet comme une faim. Pendant un instant, personne ne bougea. Les invités se tortillèrent inconfortablement. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. La musique de la fête jouait toujours quelque part, joyeuse et déplacée, comme un mensonge qui n'avait pas reçu le message. Papa finit par parler, mais sa voix, Camille, dit-il, fixant ma carte de visite. Toi, tu es millionnaire. J'ai failli rire. La question était si parfaitement lui. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, qu'est-ce que tu as enduré? Juste, qu'est-ce que cela peut faire pour moi? Je réussis, corrigeai-je. L'argent est juste ce que les gens remarquent quand ils ne peuvent rien comprendre d'autre. Maman s'approcha de moi, l'expression cassante. Tu l'as donc caché, accusa-t-elle. À nous. Je l'ai protégé, dis-je. De vous. Mon frère leva la tête, les yeux rougis. Et maintenant, murmura-t-il. Tu vas la détruire? Me détruire? Je vais faire respecter la loi, dis-je. Et je vais arrêter de faire semblant que votre confort compte plus que mon travail. La mâchoire de papa se serra. Nous sommes tes parents, dit-il, essayant de reprendre de l'autorité. Tu n'as pas à, j'ai le droit, l'interrompis-je, et ma voix resta calme parce que le calme est ce qui fait écouter les gens quand ils ont l'habitude de crier. Tu ne me possèdes pas. Jamais tu ne m'as possédé. Je cherchais mon manteau. La pièce me semblait trop chaude, trop épaisse de parfum et de déni. La voix de maman s'aiguisa. Ne pars pas, claqua-t-elle. Pas après avoir tout gâché. Je glissai lentement mes bras dans mes manches. C'est vous qui avez tout gâché, dis-je. J'ai juste arrêté de faire le ménage derrière vous. Le visage de papa changea, le désespoir s'infiltrant. Camille, ma chérie, nous ne savions pas. Nous aurions été fiers. Fiers maintenant. Quand cela pourrait se refléter sur lui, quand cela pourrait être utilisé comme une histoire lors des dîners. Je le regardais ainsi que la vulnérabilité que j'avais apportée dans cette maison. Un reste d'espoir que la famille puisse un jour ressembler à un foyer s'évapora enfin. Parce que vous n'avez jamais demandé, dis-je de nouveau plus doucement. Vous avez juste supposé. J'ouvris la porte. La nuit de Chamonix me frappa le visage comme la vérité. Froide, vive, pure. La neige scintillait sous la lumière du porche, indifférente au drame humain. Derrière moi, maman siffla. Incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je fis une pause, la main sur la poignée, et me permis de savourer un instant le goût de la liberté sur ma langue. Joyeux anniversaire, papa, dis-je. Tu peux laver les assiettes toi-même. Puis je sortis. L'air froid emplit mes poumons, et pour la première fois de la soirée, je pouvais respirer sans ravaler mes mots. Je marchais vers ma voiture, mes bottes crissant sur la neige. À l'intérieur, les fenêtres du chalet brillaient chaleureusement, et des silhouettes s'agitaient derrière, des gens s'affairant à recoller les morceaux de la soirée, à réécrire l'histoire en quelque chose qui ne les ferait pas paraître cruels. Mon téléphone vibra alors que je me glissais sur le siège conducteur. Papa, maman, mon frère. L'écran s'illumina comme un battement de cœur implorant. Je ne répondis pas. Je démarrai le moteur. Les phares fendirent l'obscurité, traçant un chemin sur la route de montagne. En m'éloignant, je vis le chalet rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ressembler à n'importe quelle autre boîte lumineuse dans la neige. Impressionnant de l'extérieur, creux à l'intérieur. Le procès ferait ce que les procès font. L'entreprise paniquerait. Le nom d'Amélie deviendrait une histoire édifiante dans les couloirs des conférences. Mon frère devrait vivre avec le fait qu'il avait été utilisé et qu'il avait aidé à monter la scène de mon humiliation. Papa essaierait plus tard de raconter l'histoire comme si elle concernait sa fille remarquable, comme s'il l'avait toujours su, comme s'il m'avait toujours soutenu. Il réécrirait le passé pour se donner une meilleure image. Il le fait toujours. Mais je n'allais plus me réécrire moi-même. Il y a une sorte de force qui ne s'annonce pas. Elle attend. Elle observe. Elle garde des preuves.
Elle lit son propre nom à son travail et laisse les résultats parler dans des pièces où votre famille n'entrera jamais. Si quelqu'un a décidé que vous ne valez que ce que vous pouvez porter, vous passerez toute votre vie à vous casser le dos pour prouver le contraire. Ne les laissez pas conserver leur vision étriquée. Qu'ils gardent leurs blagues. Qu'ils gardent leur table. Le vrai pouvoir ne mendie pas une place. Il se lève, dénoue le tablier et renverse toute la soirée d'une seule phrase.